Chers auditeurs, embarrons ce mercredi avec rediffusion le dimanche comme à l'accoutumée et on reçoit ici comme invité Fanaiman Tiarey, membre du CSM, Conseil supérieur de la magistrature. Bonjour à vous. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs aussi. On a l'habitude d'entendre problèmes socio-économiques. Maintenant, c'est plutôt politico-juridique puisque tout le monde se dit être à la hauteur de compréhension de ce qu'on entend par juridique et on se dit aussi que nul ne peut ignorer la loi. En un mois, on ne jure que par la loi, que par la Constitution et la crise est toujours là. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis ici en tant que juriste, oui. Non pas en tant que membre du CSM. Oui, évidemment, cet adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire que la loi, dès qu'elle est promulguée, elle est publiée, elle doit être au-dessus de tout le monde. Mais faute de niveau intellectuel ou d'éducation, sachant que le taux d'analphabétisation à Madagascar est très bas, le citoyen malgache se trouve dans une difficulté énorme à savoir tout ce qui est loi et règlement à Madagascar. Donc, ces derniers temps, comme vous avez remarqué tout à l'heure, tout le monde est devenu juriste tout d'un coup. Surtout sur les réseaux sociaux, Internet, Facebook, à la radio même, dans les rues. Tout le monde se prenne pour des juristes, pour des magistrats, pour des policiers même, pour des gendarmes, et ainsi de suite. Et c'est-à-dire que là, on est un peu débraillé vers quelque chose d'un chemin inconnu, étant donné que si l'on voit la situation politique, chacun campe sur sa position. Chacun campe sur sa position, d'autant plus que tout le monde, comme je disais tout à l'heure, est devenu juriste. Même les juristes sont devenus de plus en plus juristes et ils osent même créer d'autres nouvelles normes ou d'autres jurisprudences. La jurisprudence étant une création juridictionnelle, mais certains juristes qui sont responsables au niveau des institutions trouvent des astuces qu'ils disent juridiques à tromper le citoyen malgache. Le danger, c'est que lorsqu'on est tous sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire lorsqu'on est tous devenus juristes, qui sera le mathématicien, qui sera l'économiste, qui sera le marchand, qui sera le mécanicien. Donc, d'un côté, c'est bien pour la population de savoir ce qu'est la loi, mais là, la situation à Madagascar, c'est une critique de la loi tout au long de la journée qu'on fait et qu'on trouve à Madagascar maintenant. Alors qu'on parle d'une même loi. C'est une même loi, bien que la loi soit d'interprétation stricte ou d'interprétation relative, selon. Il y a des lois qui sont d'interprétation stricte, comme la Constitution, comme le Code pénal, mais il y a des lois et règlements qui sont d'interprétation relative, comme le droit administratif, qui n'a d'ailleurs pas de code, mais comme le droit des douanes, par exemple, comme le droit fiscal, par exemple. Ça, ce sont des normes à interprétation relative. Mais en ce qui concerne la Constitution, le Code pénal, tout ce qui est relatif à la récrimination, ce sont des lois à interprétation stricte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher d'autres mots, d'autres sens, à part ceux déjà écrits dans ces normes. Et comment interprète-t-on, voilà, le mot est revenu justement, alors ces réactions-là? La façon d'interpréter la loi, il y en a quelques-unes, mais je vais vous en dire deux. L'interprétation stricto sensu, c'est-à-dire l'interprétation du texte en soi-même, c'est-à-dire que c'est comme le pasteur qui fait le sermon ou le prêtre qui fait le sermon à l'église, il interprète ce que le prophète Jésus a dit, il donne des exemples, il illustre par des exemples ce que la Bible dit. C'est l'interprétation stricto sensu. Mais il y a aussi ce que l'on appelle l'interprétation de l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'on regarde la loi en entier, non pas un seul article ou une seule disposition, mais tout le corps de la loi ou tout le corps du décret ou de l'arrêté en question. Donc c'est une interprétation de l'esprit, c'est-à-dire que voulait dire le législateur au moment
où il a établi cette norme. C'est-à-dire, si on parle des lois électorales, on fait référence à certains articles toujours qui parlent des lois électorales. Donc. La loi électorale étant une loi à interprétation stricte, il ne faut pas donc interpréter les lois électorales séparément. Donc, il y a interprétation de ce qui est écrit. Donc, ce qui est écrit doit être exécuté ou fait ou interdit. C'est l'interprétation stricte des lois électorales, comme la Constitution d'ailleurs. C'est-à-dire, dans votre jargon, c'est l'extra petita, donc tout ce qui est en dehors de... Tout ce qui est en dehors ne doit pas être mis dedans, voilà. Oui. Alors, voilà. Si l'on parle maintenant, puisque tous les yeux sont rivés vers la Haute Cour constitutionnelle, quelle est la force de la Haute Cour constitutionnelle sur une décision ? La Haute Cour constitutionnelle étant une institution de la République, à côté du législateur et de l'exécutif, c'est le troisième pouvoir de la République de Madagascar, c'est-à-dire le pouvoir. Donc, le pouvoir ou autorité, c'est selon les interprétations dans ce que la Constitution a prévu. Mais dans le sens de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, c'est le troisième pouvoir à Madagascar. C'est le pouvoir qui tranche le problème juridique entre l'exécution de la loi et ce qui est prévu par la loi. La force de la décision étant une décision exécutoire, c'est-à-dire que toutes les décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont des décisions qu'on ne peut pas intenter de recours à ces décisions. Ou interpréter ? Non, ce sont des décisions qui ne sont plus... Il n'y a pas de point de recours. Point de recours ne sont plus à interpréter par qui que ce soit, seulement elles sont à exécuter. C'est-à-dire que dès que la Haute Cour constitutionnelle a sorti une décision, je dis bien décision, non pas un avis, une décision, cette décision s'exécute en soi-même. On n'a pas besoin de huissier de justice pour l'exécuter ou de gendarmes pour accompagner le huissier ou de quoi que ce soit. Cette décision, c'est une décision qui s'exécute en soi-même. Voilà donc. Mais la Haute Cour constitutionnelle, c'est la base de, si je peux dire ça, la base de ses travaux, c'est la Constitution en elle-même. C'est sa Bible, c'est par cette Constitution qu'elle rend une décision. Elle ne peut pas sortir de la Constitution ou inventer quelque chose d'autre à part la Constitution. Mais la spécificité de la Haute Cour constitutionnelle étant que c'est une juridiction à vocation politique aussi. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'institution, elle a vocation politique. Si elle prend des décisions, il se pourrait qu'elle prenne des contextes politiques dans ses décisions, mais sans jamais sortir de ce que dit la Constitution. D'où donc son intervention lors des conseils de ministres, par exemple, pour voir la conformité des lois qui sont proposées, ou encore le cas actuel, où on pose des doléances. Dans la Constitution, ce sont les attributions de la HCC de vérifier, si le mot est exact, de vérifier, de contrôler la constitutionnalité des lois promulguées, non pas promulguées, mais votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, cela appartient aux membres de la HCC de voir, article par article, qu'est-ce qui est contraire à la Constitution dans cette loi. S'il y a des articles contraires à la Constitution, il faut les écarter un peu ou extirper, comme le nouveau vocabulaire qu'on a pu entendre ces derniers temps. C'est un vocabulaire juridique ou c'est un vocabulaire par rapport à l'action menée ? C'est un vocabulaire juridique employé dans le monde entier, c'est-à-dire que la Haute Cour constitutionnelle a écarté. C'est écarté, mais... pour embellir un peu les mots, on dit extirper, mais il appartient donc à la HCC de contrôler ces lois par rapport à la Constitution. Et si ces lois sont conformes à la Constitution, il appartient au président de la République, comme prévu à la Constitution, de promulguer les lois. S'il y a une partie de la loi qui n'est pas conforme à la Constitution, le président de la République a deux choix. Soit il promulgue la loi, mais il écarte les articles, les dispositions qui sont contraires à la loi selon la HCC, soit il remet
tout en bloc au niveau de l'Assemblée nationale pour une adoption nouvelle. Oui. Voilà. Et ce qui s'est passé dernièrement, ça a été promulgué. Si on parle ça a été promulgué. C'est d'ailleurs grand fut l'étonnement de tout si le président de la République a, malgré la décision de la HCC de dire qu'il y a certains articles qui ne sont pas conformes à la Constitution, mais que le président a quand même promulgué les lois. Mais n'empêche que c'est une loi promulguée, donc c'est une loi de la République, donc elle doit être appliquée, elle doit être respectée par tous. Quels sont les risques? Les risques, ça dépend du côté où l'on s'assoit. L'opposition dit que ce sont des lois votées pour le dessein du régime en place, pour assouvir donc les besoins du régime en place. Le régime en place avance que c'est une loi qui va mener dans la stabilité des élections. Donc, je peux dire que d'un ou de l'autre côté, il y a toujours des risques parce que seule la mentalité, seules les personnes qui vont exécuter ces lois vont être à la base, la mentalité de la personne qui va exécuter la loi soit la base de la bonne application ou non d'une quelconque loi. S'agissant des lois électorales, il y a donc à remettre aux mains des responsables électoraux l'exécution saine et intègre de cette loi sans que l'opposition ou le régime en place ait un bénéfice quelconque ou des pertes quelconques. Le monde juridique malgache traverse des épreuves, même politiques actuellement, étant donné qu'on clame ici et ailleurs qu'il y a donc des partialités au niveau des enquêtes menées ou des implications ou des jugements. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que juriste? Je tiens tout d'abord à la réponse à cette question à rappeler juste un tout petit peu, autant que j'étais vice-président du syndicat des magistrats, j'étais même ici avec vous, oui. Et on a prôné, on a réclamé le rétablissement de l'indépendance de la justice à Madagascar pour qu'il n'y ait plus cette impartialité de la justice. Mais force est de constater qu'on n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce que, je ne sais pas, on n'a été pas suivi, on a été peut-être mal compris, mais que là, voilà, maintenant, tout le monde a compris. Un an après, moi je dis bravo. Si il faut à nous, Malagasy, 1 an de comprendre quelque chose de simple, moi je dis bravo parce qu'il faut aussi donner aux gens le temps de réfléchir et de comprendre. Ça, personne n'est à blâmer dans cette situation. Mais la partialité, ça peut exister. Hein. Les magistrats sont des juges, sont des personnes, ce sont des hommes, mais ce sont des hommes qui ont une vocation particulière de dire le droit. Dire le droit dans l'impartialité totale. Vous avez déposé des plaintes oui, qui n'ont pas eu de réponse, il me semble. Là, c'est la particularité de cette situation aussi, c'est que là, on nous avait menacés à mort. L'année dernière, il y avait une plainte qu'on a déposée auprès des instances compétentes, mais bizarrement, cette plainte n'a pas eu de suite jusqu'ici. Entre autres, ces plaintes ? Cette plainte concernait le sénateur Riana Andremandavi, qui nous a menacés de mort. Et cette plainte aussi, il y a aussi d'autres plaintes concernant les meutes au niveau du Bianco, concernant des personnes qu'il a emmenées au Bianco, qui a causé des troubles et qui a même menacé beaucoup de responsables au sein du Bianco. Donc, il y a beaucoup de plaintes concernant ce sénateur, mais que jusqu'à maintenant, on n'a pas su où est notre plainte, on n'a pas la réponse exacte. Est-ce que la suite est déjà en cours ou est-ce que c'est déjà classé sans suite ou je ne sais plus. Mais là, on entend que dernièrement, il y a un autre sénateur qui a porté plainte contre un politicien, je crois, et que, bizarrement aussi, moi je dis toujours bizarre, cette plainte est exécutée 4 ou 3 jours après. Il y a un soit transmis et une convocation de la section de recherche mixte que cette personne est appelée et convoquée pour être entendue au niveau de la police judiciaire aujourd'hui même. C'est pas frustrant quand même Bon, pour un simple citoyen aussi qui a des dossiers ou en stand-by comme on dit au niveau juridique et
ne sont pas encore satisfaits jusqu'à ce jour. C'est frustrant. Et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer tout au long de l'année 2017. Nous, au sein du syndicat, mais j'en fais plus partie maintenant, non, du membre du bureau, je le dis, mais je suis toujours membre du syndicat. Mais c'est ce que nous avons expliqué tout au long de l'année 2017, que cette différenciation de traitement entre les citoyens, nous sommes tous citoyens, qu'on soit dirigeants ou pas, ça représente beaucoup de dangers pour la justice malgache. La preuve maintenant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui réclament qu'on relâche certaines personnes qui sont déjà emprisonnées. Ça, c'est le danger. Puisque, que va-t-on dire? Que va-t-on faire si toutes les familles des prisonniers actuels descendent dans les rues et demandent à ce qu'on relâche tous les prisonniers de Madagascar? C'est-à-dire on mélange pénal et... voilà, on mélange pénal et politique et civil et tout ça. C'est un danger. Mais moi, j'ai un espoir que là, le peuple malgache commence à comprendre vraiment ce qu'est la loi, d'autant plus que les réseaux sociaux est partout à Madagascar, mais il ne faut pas critiquer vivement et absurdement tout ce que la justice décide. Là, il faut une certaine compétence pour critiquer les décisions de justice, non pas simplement sortir une publication sur Facebook et là vous dites que vous avez perdu un procès et que ça sous-entend directement une corruption ou quelque chose d'autre. Alors maintenant aussi, depuis un certain bout de temps aussi, depuis pratiquement un mois, mais quand même ça a été déjà soulevé par certaines entités, que ce soit politique ou société civile, cette histoire de haute cour de justice qui a déjà donc débraillé quand même depuis un certain bout de temps la vie politique malgache, non? La haute cour de justice a déjà été prévue par les constitutions précédentes, mais la particularité de la constitution de 2010, c'est qu'elle a mis en son article 167 précisément que si dans un délai de 12 mois, le président ne met pas en place la haute cour de justice, on peut demander sa déchéance. Les autres constitutions, les précédentes, n'ont pas prévu cette disposition. C'est la particularité donc de la constitution de 2010. Et c'est qui engendre cette polémique, cette grande polémique au sein de la nation malgache actuellement. Mais la haute cour de justice, c'est une cour qui va juger les responsables, les chefs d'institution pour les crimes et délits qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Pour les crimes et délits. Mais pour le président, spécialement, il est dit que s'il ne met pas cette institution en place dans un délai de 12 mois, on peut demander sa déchéance. N'importe qui peut demander. Individu, un citoyen. Un individu, qu'il soit Pivartana ou un riche ou un politicard ou un milliardaire, ou je ne sais pas, peut demander tant qu'il soit citoyen malgache. Mais dites-moi, entre nous, pourquoi il ne monte pas cette haute cour de justice, étant donné que tout ce qui tourne autour d'être membre de la haute cour de justice est là, il me semble. Peut-être lui poser la question, parce que moi, je crois que... On a déjà tous les membres par rapport à ce qui devrait constituer, non? Juridiquement, tous les membres sont là. Mais la Constitution a prévu que 12 mois après l'investiture du président, cette institution doit être mise en place. C'est-à-dire le 25 janvier 2014, cette institution devait être en place. Mais nous constatons maintenant qu'à quelques mois des élections, on vient de nommer les membres du Haut Conseil des droits de l'homme et de l'État de droit. CNDH. Voilà. La CNDH aussi a dernièrement été mise en place. Donc, on met du temps, donc. On met du temps, mais on ne sait pas... CSM aussi, c'était le cas, non, il me semble. Non, le CSM, ça a suivi son cours normal. Oui, mais là, le temps est déjà... Le délai est déjà dépassé, largement dépassé, parce que ça fait déjà 48 mois que ce délai est dépassé. Et 48 mois, c'est 12 mois fois 4. Hein. Donc, c'est dépassé 4 fois le délai prévu par la Constitution. On va dire maintenant que le président va mettre en place la HCJ au mois de novembre, au mois de juin, au mois de... je ne sais plus. Mais c'est ce que je reviens un peu sur ce que j'ai dit là tout à l'heure.
la Constitution est d'interprétation stricte. Voilà. On ne peut pas interpréter autrement ce que la Constitution a dit. Si la Constitution a dit 12 mois à partir de l'investiture, c'est 12 mois à partir de l'investiture. Il n'a pas dit 12 mois après que les autres institutions sont mises en place. Ça, c'est de l'interprétation. Oui, ça c'est de l'interprétation. Ouais. C'est 12 mois à partir de l'investiture, donc vous comptez 12 mois à partir du 25 janvier 2013 et 2014, ça devient 12 mois et ça aurait dû être mis en place depuis 2014. Alors, il y a eu une déchéance qui a été déposée, il y a eu une réponse par rapport à ça qui a été aussi déposée pas plus tard qu'il y a 72 heures. Est-ce que ça peut tenir compte? La Haute Cour constitutionnelle joue ce qu'on appelle la procédure contentieuse. La procédure contentieuse veut que les parties au procès fassent des conclusions contradictoires, c'est-à-dire que la partie récurrente, qui sont les 73 députés et les VAOC qui sont avec eux, et d'autre part le président de la République et les parlementaires qui sont avec lui. Donc c'est une procédure comme toutes les procédures au niveau du procès pénal. Il y a la contradiction, c'est-à-dire que je suis inculpé sur quelque chose, je dois me défendre, et on fait savoir ma réponse à l'autre partie. Donc là, la ACC a donné 72 heures au président de la République de se défendre. C'est un principe fondamental de droit de pouvoir se défendre lorsqu'on est amené devant une juridiction. La ACC a respecté cette procédure. Là, maintenant, le président a répondu et les 73 députés et les VAOC peuvent aussi encore répondre. Un ping-pong oui, on peut faire un ping-pong durant des mois, mais les députés 73 ont déjà dit qu'ils ne répondraient plus à la réponse, à la conclusion en défense du président de la République. Donc, normalement, je dis normalement, ce qui doit être, cet échange de conclusions doit se terminer là. Et que la ACC est obligée de décider maintenant. Décider dans combien de temps, ça, il n'y a pas de loi qui a été écrite qui le dit, mais dans le bon sens, je crois que les membres de la Haute Cour constitutionnelle devraient quand même voir les pratiques qu'elle a déjà faites auparavant, c'est-à-dire dans combien de temps ils ont déjà répondu la déchéance demandée par les députés en 2015, et je crois qu'ils peuvent jouer sur ce délai. S'ils ont répondu en 15 jours, donc parallèlement, ils devraient, entre guillemets, répondre en 15 jours aussi. Guerre d'usure quand même. Hein? Oui, c'est une guerre d'usure. En droit, c'est toujours comme ça. Oui, alors, voyez-vous, Monsieur Fanman Thiaré, c'est que en espace aussi de quelques heures, il y a eu des nouvelles, entre autres la nomination du nouveau cardinal de Madagascar, mais il y a également aussi d'autres points qui méritent. Par exemple, un groupement de sociétés civiles, d'artistes, de syndicalistes. De syndicalistes aussi, qui ont dit, les politiciens, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Maintenant, il faut voir d'une autre manière. Ces deux choses-là. Pour la nomination de l'ecclésiaste, là, je peux pas... Bon, le droit canonique dit que le pape a le droit de nommer ou pas un cardinal. Donc, félicitations aux catholiques de Madagascar d'avoir un quatrième cardinal. Moi, j'en fais partie même. Je me félicite moi-même aussi. Et nous avons un cardinal et en tant que catholique, moi, je dis que ce cardinal a le droit d'être élu pape comme tous les cardinaux du monde entier. Donc, à nous, Malagas, si le jour se présente, mais je ne souhaite pas la mort du pape François actuellement, mais c'est le droit canonique. Mais le cardinal Tsarahazana peut aussi se présenter comme candidat à la papauté. Concernant le... Mais n'empêche, j'insiste un peu sur la matière. Cette nomination, quand même, n'est pas impromptue par rapport à la situation qui est au pays. Quand même, quelque part, on voit ça comme ça ou c'est franchement dans la chrétienté vu qu'il avait quand même un vide depuis. Il y avait un vide. Moi, je ne veux pas entrer dans la politique entre l'Église et le régime en place. Bon, je ne dis pas le régime en place parce que ça fait un bout de temps que Madagascar n'a pas eu de cardinal entre l'État malagasy et l'État du Vatican. Mais dernièrement, le président de la République n'a pas eu de temps de parole à VUIP et qu'il a dit que c'était un incident diplomatique. Voilà donc la réponse du
de l'État du Vatican. Il confirme sa décision que non, voilà, c'est pas un incident diplomatique parce que là, on renforce notre relation diplomatique avec l'État malagasy en nommant un cardinal auprès de vous. En tant que syndicaliste, moi-même, je dis, je félicite ces 5 personnes pour leur impartialité dans la recherche de solutions à Madagascar. Et ils ont bien raison, hein, je dis, parce que là, ça fait un mois qu'on tâtonne. On parle de juridique, le juridisme est à la ACC maintenant, on attend. On parle de politique, la politique elle est là au parvis d'Analaké, elle est au palais des assemblées parlementaires. Mais moi je m'interroge, où est la population? Où est l'intérêt de la nation? Où est l'intérêt des citoyens dans toutes les recherches de solutions? Certes, on proclame que c'est pour le bien de la nation que les 73 députés sont dans ce parvis de la Pantanane. Certes, c'est pour, je sais pas, c'est pour l'intérêt de la nation aussi que les autres députés sont toujours dans l'Assemblée nationale en train de se réunir pour leur session parlementaire. Mais qui exactement se soucie du peuple? Qui exactement se soucie du peuple de l'Androuille, qui n'arrive même plus à manger 3 fois par jour, mais 1 fois tous les 3 jours. Hein? Qui se soucie vraiment de ça? Là, c'est une question que je pose aux deux côtés. Mais en tant que syndicaliste, moi, j'ai toujours eu la conviction que les problèmes politiques, ça correspond aux solutions politiques. Mais là, maintenant, on voit que les solutions politiques ne marchent plus. Les solutions juridiques, ça reste en suspens parce que la ACC nous joue un film de, je ne sais plus, un dramatique suspense total, je ne sais plus, mais qu'il y a aussi d'autres gens qui parlent au nom de la population, ça c'est bien. Parce qu'on ne veut plus avoir le régime et opposition. Il faut aussi une troisième, quatrième voie de tout ce qui est conscient que la population malgache est en souffrance maintenant. Concernant leur solution, moi je trouve qu'il faut réfléchir bien évidemment sur l'issue de cette crise. Moi, j'interpelle un peu les députés sur la question. Si la déchéance du président de la République est prononcée, quelle serait la suite? Est-ce que ce serait un partage de postes politiques simplement? Et on refuse cela actuellement, non? Les refusent catégoriquement le partage de postes politiques. Et est-ce que ce serait le développement de l'agriculture? Est-ce que ce serait le développement du tourisme? Là, c'est une question en suspens et personne ne répond pas à cette question. On répond tout simplement, on demande simplement est-ce que la l'ACC va prononcer la déchéance ou non. Et là, on s'en tient là. Et quelque part, il y a déjà ceux qui disent que si le président est déchu, bon, gouvernement d'union nationale, ça c'est un partage de postes. À vous entendre, c'est comme si les politiciens n'étaient pas visionnaires, mais ils s'attendent... Ils sont visionnaires, mais... Limités à leur parti? Je ne sais pas s'ils sont limités dans leur parti. Mais ils n'osent pas proclamer à haute voix leur vision est claire. Hein, même les visions du parti, clairement. Mais ils se cantonent tout simplement à dire aux gens qu'il faut Mial Radzao. Tout simplement, se cantonner à Mial Radzao et après Radzao, c'est qui, c'est quoi, c'est comment. Il faut répondre aussi à cette question parce que là, vous allez à Nalakel tous les jours, vous ne mangez pas, vous ne travaillez pas et vous ne faites rien à part écouter des kabars. Moi, je ne dis pas que les kabars sont mauvais, mais il faut aussi que les gens qui vont là-bas sachent pertinemment que après, Mial Radzao ou Rest Radzao, c'est ça la trace de Madagascar. Madagascar ira dans quelle direction? Les institutions seront comme ceci et les institutions seront comme cela. La lutte contre la corruption, c'est bien. Moi, personnellement, je suis d'accord. Parce que c'est la corruption au sein de l'Assemblée nationale qui a été à l'origine du mouvement. Moi, je dis bravo. Mais lutter contre la corruption... La vie continue quand même. Voilà. Et la vie continue. Et lutter contre la corruption ne s'arrête pas à des ballages quotidiens de ce qui a été fait par qui ou quoi et quel système. Mais il faut aussi que
les gens qui veulent le changement disent vraiment qui changer, quoi changer, comment changer, où changer et quand changer. Il faut répondre à ces 5 questions, sinon on va revenir, comme on a toujours vu ici à Madagascar, à des crises cycliques. D'ici, je ne sais pas, 10 ou 15 ans, on va revenir au 13 mai. Là, c'est Miala Fanaimanana, et Miala Fanaimanana, c'est après 10 ans, Miala Irakutu. Et ça va revenir d'ici quelques temps si on ne sait pas répondre à ces 5 questions. Mais comment le citoyen doit se comporter face à ces fronts alors? Là, j'appelle au bon sens, à la conviction aussi. Hein. Il ne faut pas aussi défendre les gens à montrer leurs convictions. Là, la particularité de ce mouvement du 13 mai actuellement, c'est que ça se passe dans le calme. Hein, il faut préciser que c'est dans le calme. Mais il y a des répressions quand même quelque part. Ça, c'était avant, mais là, maintenant, après la répression, je ne sais pas si tout le monde a eu les leçons qu'ils ont voulu tirer, mais là, c'est le calme total. Il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de pillage, il n'y a pas de jet de pierre, il n'y a pas d'insultes envers les forces de l'ordre, il n'y a pas d'insultes des deux côtés. Mais j'appelle au bon sens des citoyens malagasy à ce que vous montriez bien quelle conviction. Si vous êtes pour le pouvoir, montrez-vous. Il n'y a pas de mal à ça. Si vous êtes contre le pouvoir, montrez-vous. Il n'y a pas de mal à ça parce que la démocratie, moi je trouve que la démocratie a peut-être une avancée remarquable à Madagascar parce que les gens peuvent manifester calmement et aussi s'exprimer calmement. Mais c'est une avancée, mais c'est un pas de petit enfant peut-être qui commence à marcher, mais qu'il faut faire aussi ta. Hein. Donc c'est un enfant qui apprend à marcher, mais qu'il faut accompagner. Mais cette démocratie, il faut aussi un accompagnement, cette démocratie. Et l'accompagnement de cette démocratie, c'est la volonté des citoyens, c'est la conviction des citoyens. Mais si les citoyens restent bouche cousue chez eux et murmurent chez eux et ne font que publier des trucs sur Facebook, ça c'est rien ça. Mais il faut aussi que vous montriez si vous êtes fan et fanatique du président Radzanorma, allez-y. Hein, ramenez des gens aussi et dit aussi reste Radzao. Ça, c'est pas un problème. Là, les opposants sont en train de dire, mais à la Radzao, les pro-pouvoir devraient aussi faire de même pour que la balance soit équilibrée à Madagascar. Mais il faut la volonté citoyenne pour que la démocratie avance à Madagascar. En dernier point, on sait très bien, M. Fanaimanana Tiaré, que cette année 2017-2018 est une année d'élection en Afrique. Et beaucoup de décisions ont été prises au niveau donc des hautes cours africaines. Quand il y a donc des dissidents, justement, quand on parle d'élections, Madagascar n'est pas en reste, puisque voilà où nous en sommes. Mais on rencontre quand même qu'il y a un rajeunissement du corps. Est-ce que ça peut apporter une nouvelle vision, nouvelle approche, plus rapide, plus alerte? Le rajeunissement de la classe politique aussi, hein, n'oublions pas, parce que beaucoup de jeunes osent maintenant se montrer qu'ils font de la politique, qu'ils ont une conviction politique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut montrer votre conviction et votre volonté aussi de changer. Moi, personnellement, je suis syndicaliste. N'oublions pas que les syndicalistes ont aussi une politique. Même s'ils ne font pas de la politique, ils ont aussi une politique. La politique du salaire, la politique de l'environnement, du travail, la politique de tout ceci et de tout cela pour les membres du syndicat. Mais le jeune, il ose actuellement parler publiquement, s'affirmer. Ça, c'est vraiment bien pour Madagascar, à ce que les jeunes apprennent à se montrer et que les jeunes prennent conscience que ils ne sont pas l'avenir de Madagascar. Ça, c'est faux. Ce sont eux le présent de Madagascar, puisque les papas et les mamies et les papis, ils ont déjà fini. Ils sont déjà finis, mais ils sont là en tant que guides. Il ne faut pas les écarter brusquement aussi. Ils sont là en tant que guides, mais il faut que les jeunes prennent les rênes aussi. Sinon, on sera toujours guidé et administré par permettez-moi de dire le vocabulaire des boykantres. Hein. Mais les boykantres sont nos parents, ce sont nos aînés. Ils sont sages et leur sagesse doit être transmise aussi à la jeunesse. Il ne faut pas aussi que les hommes sages gardent
c'est leur âme en eux-mêmes. Il faut qu'ils transmettent un partage. Et partagent aussi leurs connaissances, leurs compétences, leurs capacités, leurs intelligences même aux jeunes Malagasy, puisque ce sont les jeunes qui sont le présent de Madagascar et non l'avenir. Ça va encore durer longtemps, cette crise? Ça, c'est selon la HCC et les manifestants au 13 mai et le pouvoir en place. Je ne sais pas répondre catégoriquement sur cette question. Tout dépend d'eux donc. La vie de la nation est entre les mains. Tout dépend de ces trois protagonistes. Voilà. C'était l'embarras de Fanuman Thierry. Merci à vous, juriste et membre aussi du corps suprême de la magistrature. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.